Bonjour et bienvenue dans Histoire bretonne, la chaîne de rubricaine Histoire Braise. Pour ce 5e épisode à deux voix, Vincent et moi-même vous emmènent découvrir l'histoire des marchands malouins qui tentèrent au XVIIe siècle de s'implanter dans le lucratif commerce des épices des Indes, mais durent affronter les difficultés d'un long voyage et les embûches de leurs concurrents européens. Au début du XVIIe siècle, les Européens partirent vers l'Est. Objectif : les Indes et leurs richesses. Celles-ci avaient déjà été atteintes depuis plus d'un siècle par les Portugais. Ils allaient y chercher des épices, très appréciées en Europe, et y rapportaient en particulier du poivre de Sumatra, de la cannelle de Ceylan, des clous de girofle des Moluques et de la noix de muscade de Banda. Les Portugais faisaient d'énormes profits, revendant à Lisbonne les épices qu'ils avaient transportées depuis le bout du monde. Là, les marchands de toute l'Europe venaient les acheter. En effet, les marins portugais, trop occupés par des voyages au long, voire très long cours, ne se donnaient plus la peine de redistribuer leurs produits vers les marchés consommateurs des grandes villes de France, d'Italie, d'Angleterre, de Hollande ou encore d'Allemagne. Ainsi, les commerçants et marins rivaux, notamment bretons, désireux de participer eux aussi aux colossaux bénéfices de cette navigation, venaient s'installer dans les ports du Portugal, où, contre une belle bourse ou une chope bien remplie, il n'était pas difficile d'obtenir des informations sur ce long périple. Progressivement, ces marchands soutirèrent ainsi les données essentielles à cette longue traversée. Une fois recueillis assez d'argent et de courage, ils se lancèrent à l'assaut des océans. Les Anglais tentèrent l'aventure en 1591, les Hollandais en 1595. Les nouveaux bénéfices, la connaissance cartographique et les contacts avec les producteurs locaux, bien contents de pouvoir remettre en cause le monopole portugais, encouragèrent à confirmer l'expérience. Les Français furent un peu en retard, mais ils purent, eux aussi, tenter l'entreprise grâce à l'intermédiaire de marchands malouins et vitréens installés de longue date dans les ports ibériques. Bien avant, certains Français avaient pourtant déjà tenté l'aventure. Les frères Parmentier, venus de Normandie, avaient quitté Saint-Malo en 1529, mais ils firent de faibles profits, et surtout, les deux comparses en moururent. Une nouvelle expédition part en 1601 de Saint-Malo, dirigée par François Pirard, marchand de toile à Laval, et François Martin, apothicaire à Vitry. Ces aventuriers visent les îles Sumatra et Java, les Moluques et même le Japon. Le roi de France, Henri IV, y apporte son soutien, car lui aussi est désireux de briser le monopole des Ibériques, ses ennemis. Mais ce soutien reste très symbolique, les caisses royales étant vides. Environ 120 hommes originaires de Saint-Malo, de Dinan, de Vitré, de Laval, de Fougères et d'autres grandes villes de Bretagne partent le 18 mai 1601. Composée de deux navires, le Corbin et le Croissant, la flotte est commandée par Michel Fretet de la Bardelière et François Grout de Cloneux, tous deux bourgeois et capitaines à Saint-Malo. Atteint par le scorbut, maladie des longues navigations, confronté à l'hostilité, voire aux attaques des Portugais, et parfois perdu dans ces vastes mers, le voyage est long et difficile. En chemin, il rencontre une flotte hollandaise qui a le même objectif et qui se trouve être commanditée par Balthazar de Moucheron, grand marchand français d'Amsterdam, ayant de nombreux contacts et parents dans les ports bretons, et notamment à Saint-Malo. Peut-être leur départ presque simultané n'était pas un hasard. La relation avec les Hollandais est très amicale et les marins festoient des jours durant, passant d'un navire à l'autre. Finalement, une même tempête endommage les deux flottes et les force toutes deux à faire un arrêt à Madagascar pour réparer les dégâts. La bonne entente avec les Hollandais se poursuit. Les équipages des deux flottes s'entraident, s'échangent des matériaux de réparation, se côtoient chaque jour et vont jusqu'à s'entraider pour faire du commerce avec les indigènes. Mais le climat et les maladies tropicales font des ravages, et les Bretons enterrent 41 de leurs, le tiers des hommes de l'expédition. Après 3 mois de réparation à Madagascar, les deux navires bretons repartent. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Peu de temps après, le Corbin s'échoue sur un banc de sable aux Maldives, tandis que le Croissant, qui ne peut lui porter secours, ni sauver les naufragés, repart. Après 14 mois de périple, ce navire rescapé atteint Aceh, au nord de l'île Sumatra.
Les Malouins y découvrent un grand carrefour commercial. Se côtoient des navires chinois, indiens, turcs, portugais, hollandais et anglais. Le commandant de la Bardelière est reçu fort amicalement par le roi local, lequel n'avait jamais vu en ce lieu de Français. Il lui offre une tenue traditionnelle de son peuple et surtout l'autorise à commercer dans son port avant de le raccompagner à dos d'éléphant. Le commerce se déroule bien, mais la maladie continue de sévir. L'amiral de la Bardelière en meurt, à moins que ce soit les Portugais qui l'aient empoisonné. Néanmoins, le navire repart le 20 novembre 1602 pour rentrer en France. Le retour est pour ces marins encore plus éprouvant. La faim, la soif et l'état lamentable de leur embarcation achèvent leur courage. Ils sont obligés d'abandonner leur bateau au large des côtes espagnoles après une interminable traversée, ayant à peine le temps de monter dans un autre navire hollandais avant de voir le croissant couler. 15 hommes seulement en réchappent, auxquels il faut ajouter 2 rescapés du Corbin étant parvenus à rentrer en France. Avec moins de 15% de survivants, le bilan humain de l'expédition est catastrophique. Tout autant est celui économique. Peu d'épices furent chargées à Atché, et bien évidemment, le tout fut récupéré par les Hollandais aux apports de l'Europe, au moment de sauver les malheureux marins. Les 2 armateurs, François Pirard et François Martin, ont eu la chance d'en réchapper. Bien loin d'être découragés, ils ne souhaitent que retourner à Sumatra. Pour attirer les investissements, François Martin écrit un livre décrivant son voyage, relatant entre autres l'amabilité des indigènes et les ouvertures commerciales qui sont possibles, et il fournit même un premier dictionnaire malaïque pour faciliter les futurs échanges. François Pirard, après avoir été retenu 4 ans aux Maldives où il eut une place influente auprès du roi de Malais, rentre en France via une incroyable pérégrination. Il a le temps de parcourir les principales places d'Inde et en fait une description quelques années plus tard. Ses écrits se veulent encourageants. Il décrit l'empire portugais sur le déclin, déjà incapable de tenir tête aux Hollandais, et dans lequel les Français ont une grande opportunité de tirer leur épingle de ce jeu fort lucratif. L'appât du gain en pousse plus d'un à retenter l'aventure, mais il s'avère que dans les années suivantes, les principaux concurrents, non plus les Portugais mais à présent les Anglais et les Hollandais, font tout pour empêcher une nouvelle nation européenne de s'installer aux Indes orientales. Les bonnes relations de l'expédition de 1601 sont finies. Néanmoins, une nouvelle flotte de 2 navires part de Saint-Malo en 1616. Si l'un des 2 est finalement capturé par les Hollandais, le second parvient à rentrer à Saint-Malo avec près de 200% de bénéfices. Bien plus important, les Malouins revenus ont rassemblé nombre d'informations sur cette navigation et ont établi un comptoir à Java pour faciliter de futures expéditions. Cependant, il faudra attendre un demi-siècle pour que de nouvelles tentatives françaises partent vers les Indes orientales, en particulier vers Pondichéry qui avait déjà été reconnu par les Bretons. Ces derniers nourrissaient visiblement de grands espoirs de profit et voulaient de toute évidence repartir, comme en témoigne l'installation d'un comptoir. Plus largement, les Malouins jouèrent un rôle très actif dans ces tentatives de voguer jusqu'en Inde, ce en quoi ils furent assurément des précurseurs. Merci de nous avoir écoutés. En attendant le prochain podcast, retrouvez tous nos articles sur notre site et sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, et on vous dit à bientôt!